Rien n'est marqué, rien n'est écrit. Au fur et à mesure, on teste des choses, on voit ce qui nous plaît et tout au long de notre vie, on se découvre. C'est ma première année au plus haut niveau et ça me permet de voir ce que je vaux réellement face aux meilleurs. Moi, j'arrive dans un contexte professionnel où je me dis « Ouais, Sophie, là, il y a du boulot ». Il faut toujours s'écouter, ça c'est le plus important parce que on n'a qu'une vie. Pour moi, les retours que j'ai, la plupart des personnes qui viennent voir du foot féminin, ils sont contents d'être venus. Bonjour Emeline, centre d'entraînement du FC Fleury, après une petite séance et on est là pour te rencontrer. Je voulais que tu me racontes comment s'était passé l'enfance en Martinique et les débuts dans le foot, comment on tombe dans le foot en Martinique. Mon père c'est un fan de foot, du coup quand j'étais jeune, je jouais souvent au foot avec lui depuis mon enfance. Et puis même à l'école après, en général dans la cour de récréation avec les garçons, puisque j'étais un peu garçon manqué donc je traînais qu'avec les garçons. Et au fur et à mesure, moi j'ai toujours dit que je voulais faire du foot. Mes parents au départ ils n'étaient pas pour parce que c'était l'époque où il n'y avait pas de section féminine. Donc la seule possibilité c'était de jouer avec les garçons. C'est ma mère qui m'a inscrite en 2010 je crois. J'ai fait du U13 au U15 avec les garçons de la Samaritaine. Du coup, c'est mon premier club. Après, tu arrives en métropole, parce qu'il y a eu les détections, tu arrives à Montpellier. Tu es en famille d'accueil à l'époque, comment ça se passe quand tu arrives en métropole? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont facilité un petit peu ton arrivée? En vrai, je suis arrivée et j'étais en famille d'accueil le week-end et la semaine, j'étais à l'internat au lycée Jean Mermoz. En fait, je suis tombée sur des personnes, en tout cas les filles de mon club, qui étaient très accueillantes, des filles avec qui je m'entendais bien. Donc, on va dire que la première année, c'était aussi... j'étais bien entourée, y compris ma coach à l'époque de Montpellier, Véronique Bernard, qui elle aussi avait pris le temps puisqu'elle sait que je venais de très loin, donc elle prenait le temps aussi de discuter avec moi, de me mettre à l'aise et de m'aider sur tout ce dont j'avais besoin. Donc je pense que si elle voit cette vidéo, je la remercie énormément pour ça, parce que c'était vraiment quelqu'un d'important aussi, comme le tuteur aussi que j'avais en famille d'accueil, Patrick Clavelan. À l'époque, et ses fils aussi qui jouaient à Montpellier, donc c'était aussi plus facile, puisqu'on partageait la même passion. Donc pendant des années, on a fait les mêmes choses et on s'est soutenus, quoi. Tu l'as quand même dit, tu as eu des coups de mou un peu, notamment à la période hivernale. Qu'est-ce qui t'a gardé motivé à ce moment-là? On est jeune, c'est la passion du foot. La passion du foot, de dire que j'ai pas quitté mon île pour rien non plus. J'avais des objectifs aussi de jouer au très haut niveau, de jouer en équipe de France aussi. Donc tout ça, vu que c'est des objectifs que je n'avais pas encore atteints, donc ça motive. Rétrospectivement, est-ce que tu penses qu'il y a des matchs ou des moments à ce début de carrière qui t'ont vraiment lancé? On se souvient beaucoup de la deuxième partie de saison à Bordeaux, où là t'exploses un peu. Tu penses que c'est ça notamment? Je dirais que ce qui a lancé vraiment en D1 féminine, c'est ça. C'était le fait d'être partie à Bordeaux, d'avoir été avec un coach qui m'a fait confiance directe, parce qu'il m'a vu jouer, il m'a dit ok, on joue le maintien, on lance une petite jeune, et en plus je m'entendais super bien aussi avec mes coéquipières, parce que ça joue aussi l'environnement pour moi, et quand je suis dans un environnement où je me sens bien, j'explose, je suis performante. Tu arrives à Lyon à 18 ans à peine, il y a le mondial U20 aussi où tu exploses bien à Vannes, tu marques pas mal de buts, tu gagnes la LDC du coup très jeune. C'était quoi à ce moment-là? C'était un rêve éveillé un peu, ça allait vite finalement? Moi, je ne l'ai pas vu comme ça avant. Avec du recul, oui, c'était un rêve éveillé, mais quand on ne joue pas, parce que je ne jouais pas forcément à Lyon, donc il y avait cette frustration de me dire que je n'avais pas forcément fait le bon choix, que j'aurais dû rester à Bordeaux. Mais après, j'ai pas de regrets, ça fait partie de mon histoire aussi. Mais c'est sûr que c'est qu'avec du recul que je me dis que c'était incroyable, parce que gagner une Ligue des Champions, j'ai toujours rêvé de gagner une Ligue des Champions, mais en la jouant, en étant titulaire, en aidant vraiment l'équipe, et pas en étant assis sur un banc. Mais après, ça change rien, le palmarès il est là quand même, et c'est bien. Ça m'a permis aussi d'aller dans de très grands clubs et de voyager.
À Lyon, à l'époque, je crois que vous êtes 3 Martiniquaises avec Wendy Renard, mais Mylène Tharieux aussi. Il y a une fierté partagée, du coup, non? Ça doit être assez fort de vivre ça. Oui, hein, bah, surtout qu'on est une île de 350 000, 360 000 habitants. Bah, en général, on se soutient, donc on ne se connaissait pas forcément avant, mais quand on est arrivé ensemble, bah, franchement, on est vraiment... J'étais plus proche de Mylène parce qu'elle était plus jeune aussi que Wendy, mais pareil, Wendy c'est ma sista, Mylène aussi, ça ne change pas depuis toutes ces années, et au contraire, on est fiers de représenter cette île et cette culture, tout ce qui va avec. Il y a aussi, je crois que c'est Gilles Ekem à l'époque dans la sélection jeune, mais il y a un sélectionneur qui dit de vous que vous avez une qualité de vitesse exceptionnelle, qu'il n'a jamais vu ça. Ça doit un peu enflammer, non, à ce moment-là? Quand j'ai découvert ça, je dis ah bon, je sais même pas qu'il pense ça de moi. Après, c'est quelqu'un que vraiment j'apprécie énormément. C'est un sélectionneur, de toute façon, je crois que tous les jeunes l'ont apprécié parce que vraiment il est assez chill, il est à l'écoute et en fait dans sa façon de coacher, il arrive à faire ressortir le meilleur de chaque joueuse. D'ailleurs, à chaque fois, il a gagné pas mal de finales aussi. Donc en vrai, c'est un entraîneur vraiment qui a pu aussi m'aider à prendre confiance en moi et à progresser. Alors on parle un peu de sélection, justement. Toi, très vite dans les catégories jeunes, tu as performé. L'Euro U19, tu marques en demi contre l'Allemagne, tu marques en finale contre l'Espagne, mais finalement vous la perdez cette finale. Rétrospectivement, ça reste quand même un bon souvenir. Personnellement, c'est un bon souvenir. Après, collectivement, on rêvait de plus, on rêvait de gagner. Après, marquer, faire une passe décisive en finale et puis dans toute une compétition. Comme je ne jouais pas forcément à Lyon, l'équipe de France jeune, c'était aussi un peu ma bouffée d'oxygène. Donc à ce moment-là, moi j'étais, comme dire, en pétard. J'avais envie de montrer, de m'exprimer tout simplement. Et encore une fois, on l'a fait avec des filles qui étaient incroyables. Bon, c'est pas allé au bout, mais ça reste un merveilleux souvenir. Tu étais aussi en pétard au Mondial du 20 parce que tu marques à la 6e minute oui. contre le Ghana. Là. Je crois qu'on a encore le but d'ailleurs. Je pense qu'on te l'a déjà remontré plusieurs fois. C'est ça, on l'a fait à l'entraînement. Et à l'entraînement, comme je disais, la veille, je le mets dans les étoiles. La même balle de Selma, je la mets. On met 2 en transversal rentrant de ce jour-là. Ouais, Selma, elle met une balle, je réfléchis pas et là, boum. Il y en a un deuxième dans le même match, ça lance très bien cette Coupe du Monde, mais au final, vous perdez ensuite en demi, la petite finale aussi pour la 3e place au tir au but. Pareil, tu fais un très bon match, tu marques contre l'Angleterre, il me semble, le match pour le bronze. Là, par contre, c'est plus un coup dur, je pense. En plus, c'était en France. Comment t'as vécu ça? C'était dur, franchement, c'était pas facile parce qu'on espérait au moins aller en finale vu que c'était en France, en plus chez nous, et puis ça marquait un peu. Pas la fin de les catégories jeunes parce qu'après il n'y avait pas de grands championnats avec les U23 ou quoi, donc pour moi c'était un peu dur, mais encore j'avais encore l'envie d'aller encore plus haut, donc sincèrement après les vacances c'est passé. Ton but en sélection A, il est quand même spectaculaire, c'est un peu à l'image du foot que tu prônes, non? Oui, finalement oui. Et franchement, ce but, pareil, hein, c'est d'instinct. On se dit bon, pourquoi pas tenter et puis se retrouver dans ces espaces-là en général, avec on répète forcément, mais quand je dis on réfléchit pas, c'est-à-dire que comme c'est des choses qu'on a l'habitude de répéter, donc ça devient une partie de nous. Donc vraiment, c'était un bon but. Est-ce que vous pensez que le style de jeu un peu qui vous plaît justement comme ça, offensif, percussion, les ailières, on se souvient aussi d'Elodie Thomis avant, qui je crois était une joueuse que tu aimais bien. Est-ce que tu crois que c'est un style de jeu qui est peut-être en risque de disparition au niveau international? On a l'impression que ça se fait moins maintenant. Il y a toujours des filles rapides, c'est juste que ça s'est transformé. C'est plus juste courir vite avec un ballon et tu pousses, tu cours, c'est juste que là maintenant on dribble, il y a des changements de direction. C'est plutôt sur les derniers mètres que ça pousse, mais c'est pas en voie de disparition, c'est juste que les joueuses changent aussi, vu que le niveau augmente. Il n'y a plus trop de différence, on va dire, énorme de vitesse ou de physiquement avec d'autres joueuses, donc ça se joue sur les petits détails. Si on parle des clubs aussi, toi t'as ce but-là aussi, je sais pas si tu t'en souviens. Oui, c'était contre Chelsea avec l'Atlético. Saison où tu marques peut-être 2 buts, je crois, en LDC, mais voilà, on peut parler un petit peu justement de ça, de Madrid, de Munich, de Milan. T'as commencé à beaucoup voyager d'un coup. Qu'est-ce que ça t'a apporté côté football et est-ce que tu parles chaque langue maintenant? L'italien, oui, hein. Pour l'italien. L'espagnol, en fait, je parle un peu espagnol, puisque l'espagnol c'était à l'école. Après l'italien, vu que je suis restée plus longtemps, et puis ça ressemble beaucoup au français. C'est toujours la base latine, donc c'est beaucoup plus simple. Donc pour ça, j'ai pas eu de problème d'adaptation. C'était assez rapide. Au bout de 6 mois, j'étais lancée, surtout que moi, quand je vais dans un pays, c'est pour profiter aussi de la culture, de la richesse et découvrir des choses. Donc je parlais aussi à des natifs, des gens
qui viennent du pays et qui habitent dans les régions. Donc en fait, je suis toujours été curieuse. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon approche pour apprendre des langues. Et niveau foot, ça t'a apporté des choses du coup? Pas le même football, c'est pas le même championnat. J'ai pu constater aussi que ça a vite progressé à l'étranger, comparé à la France. Quand je suis revenue, bon, il n'y a pas... on a pris du retard comparé aux années d'avant. Les autres pays commencent à se structurer et beaucoup plus rapidement, même si c'est pas non plus facile, évident, mais je dirais que la France a pris beaucoup de retard. Tu l'as dit, niveau ambiance, je crois que c'est le derby de Madrid qui t'a le plus impressionné. Bah oui, parce que déjà l'Espagne c'est un pays de foot. Il y a beaucoup de supporters, de fans qui viennent, qui connaissent les noms de joueuses. Je me suis fait notamment arrêter plusieurs fois dans la ville parce que je jouais à l'Atlético. Je me suis dit, mais je suis pas non plus... on joue pas chez les Colchoneros, les garçons. Donc moi je trouvais ça très impressionnant. Et ils ont envie de faire avancer le foot et puis ils font pas trop de différence entre femmes et hommes. Le championnat de France a peut-être pas avancé aussi vite que tu le pensais, notamment en revenant. Mine de rien, ça a quand même un peu changé. Il y a eu quelques belles affluences cette saison. Il y a des équipes aussi qui sont émergentes. Je pense que Nantes, avant que tu partes à l'étranger, c'était pas le Nantes qu'on a maintenant. Est-ce que comment tu imagines le championnat de France peut-être dans 5 ans par exemple? C'est comme chaque année, Marseille il y a 5 ans, c'était incroyable. Est-ce qu'ils vont réussir à se maintenir? Ça, je sais pas. Dijon cette année, c'est la même chose. Donc je veux pas non plus faire l'éloge alors que chaque année, il y a des équipes qui émergent. Mais 2 ans après, ils se retrouvent en D2 parce que manque de budget, on coupe les vivres. C'est très beau ce que fait Nantes. Après, je pense que c'est une volonté aussi de la part des présidents, une volonté aussi de la part de toute une sphère footballistique. On attend encore que des décisions soient prises. Moi, je ne peux pas encore m'avancer. Je sais que les choses avancent, c'est sûr. Il y a de belles affiches, il y a des gens, il y a des fan bases qui se créent. Après, est-ce que ça va durer? J'en sais rien. Donc quand t'es partie à l'étranger, Emeline, t'as dit que t'avais pris le temps de vivre. Alors je voulais savoir pourquoi t'avais choisi ce moment-là et puis en fait, qu'est-ce que c'était prendre le temps de vivre en dehors du foot comme tu l'as expliqué? Quand t'es jeune, tu vois qu'à travers le foot, je pensais foot, je respirais foot et j'avais arrêté tout simplement de faire d'autres activités en dehors, surtout que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'autres centres d'intérêt. Donc j'avais mis ça de côté pour me consacrer au foot, mais quand après... tout ne va pas bien ou que tu as des moments de down dans le foot, il n'y a pas vraiment d'équilibre. C'est-à-dire que toute ma vie était basée, toutes mes émotions, mes ressentis étaient basés sur simplement ma performance sportive et ça ne pouvait pas être le cas. Parce que avant d'être une sportive, je suis Emeline. Et ça, même après le foot, je serais encore Emeline. Donc c'était juste retrouver cette envie d'être plus complet, d'être vrai, d'être authentique, de ne pas essayer de rentrer dans une espèce de cliché, et puis même en général quand on voit des sportifs, surtout chez les garçons, mais du coup ça a une influence aussi sur ce qu'on fait, notamment nous les filles, mais en gros quand tu gagnes de l'argent par rapport au foot, c'est ton métier, en fait les gens vont se permettre de te critiquer si par exemple toi t'es pas bonne sur le terrain et qu'en dehors en plus tu peux sortir, aller manger au restaurant, etc. Certains ne comprennent pas que c'est normal qu'on puisse vivre et que ces moments-là sont importants pour être équilibré, pour aussi performer, parce que quand tout va pas, il faut quand même savoir prendre du recul et se recentrer pour pouvoir mieux repartir. Donc en fait, c'est une histoire d'équilibre. Justement, tu as une fibre très artistique, tu l'évoquais un peu, donc tu fais de la musique, tu fais de la peinture, tu fais de la poterie. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes particulièrement faire, notamment en peinture ou en poterie, et est-ce que tu as des influences, même musicales aussi? Il y a des artistes que j'aime comme Squiddato, j'aime aussi Basquiat, Picasso. J'ai toujours été aussi attirée par tout ce qui est mathématico-artistique, puisque je sais que c'est pas loin finalement, tant que ça, la science l'art et la science, donc ça m'intéresse beaucoup. Après, je dis ça parce que j'ai été beaucoup influencée aussi par mes parents. Ma mère, elle est prof de maths, mais elle a cette fibre artistique. Elle est très, très bonne avec les chiffres et ça m'a toujours... on va dire, j'ai pas toujours été bonne en maths, mais je veux dire que ça m'a toujours intéressée, comprendre, approfondir. Et c'est peut-être aussi parce que j'ai choisi le foot que j'ai pas approfondi cette partie-là. Donc j'ai fait un choix. J'écoute de tout, mais surtout après, j'aime beaucoup les musiques de chez moi parce que ça me rappelle aussi des moments, des souvenirs avec mes proches. Donc tout ce qui est zouk, reggae, dancehall,
J'écoute aussi pas mal de pop. Maintenant, vu que je suis partie en Espagne, j'ai aimé la pop espagnole. Même pendant le foot, quand je faisais du foot là-bas, je faisais pas que du foot. J'ai fait du basket, j'ai fait de la guitare, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du volley, plein d'autres sports. De la guitare depuis que je suis jeune. J'ai fait du solfège, des cours de solfège quand j'étais en Martinique. J'ai repris les cours, c'est-à-dire que je jouais. Après, je me suis dit, pourquoi pas approfondir aussi ce que je connais déjà et puis comprendre un peu mieux maintenant que j'ai grandi et que j'ai pu avoir plus de recul, comment je peux créer, composer des musiques, etc. Il y a des enregistrements que j'ai, mais je les sors pas. Ça, c'est des... Les coéquipières, elles ont écouté? Certaines. Pas ici, mais certaines dans d'autres clubs, elles ont tout écouté, ouais. Pourquoi dentiste? Pourquoi le design? Qu'est-ce qui te plaît dans ces métiers? Alors quand on est jeune, je pense qu'on est tous partis en disant qu'on voulait être ambulancier et tout. Donc moi j'ai dit que je voulais être dentiste parce que j'aimais beaucoup les dents, la médecine. Vous pouvez trouver ça bizarre, mais en fait quand je regardais quelqu'un, la première chose que je regardais c'était son sourire, ses dents, ça me donnait toujours envie de corriger. Donc après je me suis dit pourquoi pas en faire un métier puisqu'il fallait choisir. Donc c'est parti de là. Après j'ai aimé le foot. À un moment donné on m'a dit en France ça va être compliqué de faire les deux. Parce que si j'étais peut-être dans un autre pays, j'aurais peut-être fait les deux aussi. Si j'étais aux États-Unis, etc. J'aurais peut-être embrassé notre carrière, notre vie. C'est venu comme ça parce qu'à force de faire des choses, ma maman disait mais pourquoi tu n'en fais pas un métier? Ou mes amis, lance-toi, tu devrais faire, je sais pas moi, décoratrice, architecte d'intérieur. Et je dis ouais, pourquoi pas, why not? Puis j'ai monté des petits projets aussi perso de réaménagement, de salles, même de mon jardin en Martinique, etc. Donc au fur et à mesure, les autres, et ce que je pouvais faire, et après ça m'a mis un peu, ça m'a permis aussi de voir ce que je faisais déjà et de pourquoi pas avoir des compétences dans ce genre, des compétences valides auprès de la société pour que je puisse après exercer un métier en rapport avec ces qualités. Tu avais aussi expliqué en 2018 que tu prenais de plus en plus d'attention au mental et tu avais pris un préparateur mental à l'époque. Bon, c'est plus la même personne, mais c'est toujours le cas et c'est important. Chacun est différent, on a tous plus ou moins cette capacité de le faire seul ou de prendre du recul sur des situations. Après moi, en vue de ma personnalité, je trouve que c'était important d'être accompagné. Tu as longtemps été justement une petite espoir sur laquelle on mettait beaucoup d'attentes. Est-ce qu'il y a un moment où automatiquement on passe à la joueuse plus cadre? C'est plus une histoire de ressenti. Ça n'a pas été juste tiens, hop, j'ai grandi, j'ai tel âge et maintenant j'ai l'expérience. C'est plus prendre sa place sur le terrain de façon. Quand on acquiert une expérience, généralement on a toujours envie de le partager avec les autres et ça part de là. Quand on commence à parler, à communiquer, à avoir aussi une attitude sur un terrain, je pense que ça coule de source, donc ça vient naturellement. Tu avais donné un conseil aux jeunes joueuses il y a quelques temps, c'était de s'écouter et de comprendre qui elle est. Toi, du coup, est-ce que tu t'es écouté? Est-ce que maintenant tu sais parfaitement qui tu es aujourd'hui? Ou est-ce que tu te découvres encore? On se découvre encore tout au long de la vie, jusqu'à la mort. Donc je pense qu'il faut toujours s'écouter. Ça, c'est le plus important parce que on n'a qu'une vie. Et même si les autres ont de très bons conseils parce qu'ils nous aiment, au final, c'est nous qui prenons cette décision. Et faut pas avoir peur de prendre des décisions pour soi. Même si on commet après des erreurs, entre guillemets, moi j'apprends juste... Enfin, j'aime pas le mot erreur, c'est plus de l'apprentissage. Parce qu'on a tous un chemin et on ne sait jamais lequel emprunter On y va à tâtons. Moi, je suis pas née, on m'a dit ok Emeline, tu vas faire ça à tel âge, et après hop, tu vas mourir aussi à 80 ans. Alors, on sait pas, rien n'est marqué, rien n'est écrit. Donc au fur et à mesure, on teste des choses, on voit ce qui nous plaît et tout au long de notre vie, on se découvre. On a demandé à une coéquipière de nous parler de toi. On m'a demandé de te faire une petite vidéo et de raconter une anecdote te concernant, comme on se connaît depuis de nombreuses années avec l'équipe de France et maintenant Fleury. Et je pense que ce qui me fait toujours le plus rire, c'est quand tu penses à voix haute sur le terrain. C'est quelque chose qui me fait tellement rire et tu as tellement raison d'exprimer ce que tu penses, ce que tu ressens. Et je voulais aussi te dire merci pour toujours tous les mots positifs que tu as à mon égard. Tu es une coéquipière exemplaire. Des bisous! C'est trop mignon. Tu penses à voix haute, c'est ça? En fait, oui, même maintenant, elle peut le dire. En fait, tout le monde peut le dire. Bah oui, des fois, c'est-à-dire que
Non, même une action, en fait encore plus dans le milieu du foot, puisque bon, quand on est en dehors, tu prends du recul, les émotions elles sont assez équilibrées, il n'y a pas de plus ou moins quand on est en plein match, forcément tout d'un coup tu peux avoir une frustration énorme parce que tu viens de rater une action, etc. Donc c'est ma façon aussi d'évacuer et après je pense que c'est devenu une habitude. Mais autant je peux être super dur, mais autant aussi quand il y a quelque chose d'extraordinaire, je suis la première à le dire aussi, vis-à-vis de moi mais vis-à-vis des autres aussi. Donc c'est ça.